Bonjour à tous. Est-ce que vous nous entendez bien? Vous m'entendez bien? Parfait. Donc, de ce que j'ai compris, il y a des petits QR codes si jamais vous ne nous entendez pas correctement. On va vous parler d'un sujet qui est plutôt un sujet sympa, un cours de tennis sur un rooftop face à la Tour Eiffel. On va parler de ça à l'instant. Donc là, c'était le club Lacoste et puis c'était l'activation de l'année à Roland-Garros. En tout cas, hors Roland-Garros, justement, pendant Roland-Garros. Et puis, pour commencer, donc, pour vous parler de ça, alors je vais après présenter les intervenants, mais on va mettre une petite vidéo pour vous montrer de quoi on parle. Voilà, donc derrière cette belle réussite, vous avez une très courte vidéo. Ce qu'on peut voir, c'est que qu'est-ce qui se passe derrière? C'est là où on est là pour décrypter tout ce qui s'est passé, pour parler de l'avant, du pendant et puis de l'après aussi. D'où est venue l'idée et comment ça s'est passé. Donc pour parler de ce sujet-là, on a Nicolas Rakocevic, Global Sports Bonjour. Marketing, directeur de Lacoste. Merci d'être là avec nous. On a Kevin Geoffroy, cofondateur de SPK. Bonjour. Bonjour Kevin. Et Arnaud Delaplace, directeur commercial de la Fédération française de tennis. Bonjour. Voilà, donc tous les intervenants dans cette histoire du Club Lacoste cette année et de cette activation. Alors si je commence, on va commencer par parler de la genèse du projet. Chez une agence, souvent vous recevez des briefs clients qui sont très précis et parfois c'est un petit peu gênant parce que ça vous bloque dans l'imaginaire de ce que vous pouvez proposer. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre déjà comment vous vous êtes rencontrés. Alors je crois que c'est tous les deux, Nicolas et Kevin, vous êtes rencontrés en amont de cette histoire-là. Comment vous êtes rencontrés et qu'est-ce qui s'est passé? Et comment est arrivée cette histoire de Club Lacoste face à la Tour Eiffel? Alors c'est un petit peu particulier la manière dont on s'est rencontrés, dans le sens où nous en tant qu'agence on a l'habitude d'être proactifs, d'aller pitcher des concepts, des idées à des marques, et cette fois-ci c'est la marque qui est venue nous voir, ce qui est quand même atypique. C'était quasiment il y a 1 an jour pour jour. On avait réalisé le lancement des maillots olympiques de Marseille sur un événement qui s'appelait La Régalade, qui était un événement communautaire où on a voulu impliquer la communauté de l'OM et la communauté marseillaise dans le lancement d'un maillot, chose assez atypique. Et Nicolas, en gros, nous a dit: est-ce que c'est vous qui avez organisé ça? Et on aimerait bien discuter avec vous. Et c'est ça qui est aussi intéressant dans la genèse de ce projet, c'est qu'il y a déjà une connexion. Avant de parler de brief, de création, il y a déjà une connexion humaine. Et je pense qu'on va en parler. Mais si on arrive à cette réalisation-là, c'est aussi parce qu'il y a eu un match à un moment donné de connexion, de comment on veut traiter un sujet, comment on veut impliquer une communauté, s'adresser, adresser l'ADN d'une marque, etc. Donc voilà, je remercie encore Nico d'avoir fait ce premier pas. Merci beaucoup. En fait, pour compléter, peut-être que je passe un peu trop de temps sur Instagram, mais c'est une des rares fois où, en scrollant, j'ai vu quelque chose qui tout de suite en fait sortait de l'ordinaire. Et c'est ça qui m'a un petit peu interpellé. Et l'objectif était d'avoir une première connexion en se disant je t'appelle pour qu'on fasse connaissance, pour que tu m'expliques qui tu es, comment tu bosses. Et donc là, j'ai appris justement la genèse de l'agence, d'où ça venait, qui était au départ un collectif. Enfin, je suis en train de faire ta promo là, mais vraiment, c'est comme ça qu'on a échangé. Et je lui ai dit, je t'arrête tout de suite, j'ai pas de brief, mais au moins on se rend compte comme ça. Le jour où on a une problématique, au moins on aura gagné du temps et on verra si ça peut fitter. Et c'est ce qui s'est passé quand on est arrivé avec le sujet de la problématique qu'on avait avec nos amis de Roland-Garros. Et en fait, pour embrayer sur le brief, pardon si je spoil, mais ce qui est vraiment important, c'est de se dire, ce qu'on a essayé de faire, c'est de prendre en compte les problématiques et la mission que l'on se donne en tant que partenaire de Roland-Garros, et de se dire, voilà, là on a un nœud, on a un problème, comment est-ce qu'on peut aller chercher quelqu'un pour nous aider à résoudre ce problème, et pas simplement, en fait, voilà, est-ce que vous pouvez exécuter ça? C'était vraiment en fait la manière de fonctionner, et c'est, je l'espère, en fait, ce qui a abouti à ce beau résultat.
Et du coup, je vais répondre à ta question quand même. C'est qu'une des difficultés, nous, en tant qu'agence, c'est qu'on reçoit parfois des briefs qui nous enferment. C'est-à-dire que le client a une idée très précise de ce qu'il veut et vient chercher de l'exécution. C'est là, ça peut être un peu frustrant pour nous, mais ça fait partie du jeu. Quand Lacoste est une marque qui a des dizaines d'années d'expérience et qui sait travailler avec des agences, c'est-à-dire qu'ils savent guider sans enfermer. Et ça, c'est quand même un luxe. Et du coup, on a pu s'appuyer là-dessus pour venir avec une proposition dont celle dont on va parler aujourd'hui. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait un passif, et je pense que Nicolas a aussi apprécié notre franchise, de lui dire en gros ce qu'il faisait avant, il y avait des choses très bien, mais on s'est permis de lui dire qu'il y avait des choses qu'on trouvait parfois, en fait, on lui a même dit, je sais que c'est quelque chose qui t'avait peut-être un peu marqué, de dire les clubs Lacoste avant, parfois Lacoste s'oubliait. Et en fait, on est venu en disant il faut qu'on se réapproprie ce concept-là. Et c'est comme ça qu'on a pu surfer sur la V2 du club Lacoste. Je crois que c'est même comme ça que tu l'avais appelé. Et alors, je renvoie la balle à Arnaud, puisque du coup, chez Sportsora, on aime bien mettre en avant des trios comme ça, avec marque, ayant droit et agence, parce que c'est aussi ce qui fait, quand le trio fonctionne bien, que l'activation fonctionne bien. Et Arnaud, je voudrais savoir comment vous travaillez au quotidien finalement avec Lacoste, et quelle place ça prend un peu en tout cas dans votre stratégie de travailler avec les marques partenaires qui sont partenaires depuis 50 ans, je crois, à Lacoste. Non, c'est ça. Et du coup, quel est votre rôle, quel rôle vous jouez dans un brief comme celui-là? Est-ce que vous avez votre mot à dire? Qu'est-ce que vous dites là-dessus? Ouais, alors c'est intéressant. Alors nous évidemment avec les partenaires, on travaille de manière très très proche. On a besoin de partenaires qui fassent la promotion de Roland-Garros partout dans le monde, qui adhèrent à nos codes aussi de marque, à notre ADN. Alors c'est sûr qu'avec Lacoste, on n'a pas trop de problèmes, hein. Il y a quand même une statue de René Lacoste dans Roland-Garros. On est partenaire depuis 71. Bon, voilà. Et en termes de code de marque, on est très aligné. Donc on n'a pas ces soucis, mais on travaille de manière quotidienne avec les équipes pour imaginer les plus beaux dispositifs de promotion, d'activation possible, in Stadia, et surtout de plus en plus out Stadia. Comment on fonctionne dans tous les contrats de partenariat qu'on peut avoir avec nos partenaires, il y a dès lors qu'on utilise la marque Roland-Garros, voilà, les logos ou sous forme d'activation quelle qu'elle soit, on a un droit de regard, un droit de validation en fait de toutes les activations. Donc on travaille, alors peut-être pas aussi en amont que ce type de projet, mais en tout cas quand les projets sont validés à l'état de concept, nous on arrive pour valider également le concept, on va dire, avec notre partenaire, et puis le travailler, l'optimiser ensemble. Donc c'est un peu le cheminement en tout cas qu'on a avec tous nos partenaires. Je rebondis, excuse-moi. En fait, il y a un autre élément qui est hyper important de comprendre, c'est que quand on a une relation pérenne et permanente entre un ayant droit et une marque, ça permet d'installer une relation qui est bien plus profonde que simplement se dire on va activer Roland-Garros. Je vous donne un exemple très concret. Tous les 3 ans, comme toutes les marques, on change de plateforme de marque. On change le purpose, on change la plateforme de marque, et c'est souvent à la marge. À chaque fois qu'on fait ces changements-là, on se réunit avec les équipes de la FFT pour leur dire ça ne va pas avoir un impact direct peut-être sur vous et sur le partenariat, mais au moins c'est important que vous compreniez exactement quelle est la direction que l'on veut avoir en tant que marque. Et c'est la même chose quand vous êtes arrivé avec Move the Line, vous nous avez présenté votre plateforme de marque, et c'est toujours important de rester, j'ai presque envie de prendre l'analogie et le parallèle avec un couple, c'est de rester hyper connecté pour que l'évolution, en fait, on ne s'écarte pas pour partir chacun dans une direction qui est assez opposée. Et c'est ça qu'on essaye de cultiver. On a la chance en plus d'avoir un partenariat à Roland-Garros, d'avoir les équipes de France, d'avoir le Rolex Paris Masters, donc de pouvoir se suivre tout au long de l'année. Mais c'est pour moi en tout cas le secret de la réussite, c'est de garder des moments de partage sans forcément avoir je t'envoie ça pour validation parce qu'il y a le logo Roland-Garros. Ça va au-delà de ça en fait. Ok, c'est très intéressant de partager ça aussi avec nous. Et alors, si on revient sur le sujet là d'aujourd'hui, un cours de tennis sur un rooftop, qui a eu l'idée? Comment vous avez fait pour trouver ce lieu face à la Tour Eiffel? Alors forcément, je pense que quand on est Lacoste, quand on bosse, nous en tant qu'agence pour Lacoste, on cherche quelque chose d'extraordinaire. Ils avaient déjà par le passé fait des choses extraordinaires. J'ai en tête Melbourne où il y avait un cours flottant. Alors le nom de la rivière, je ne l'ai pas à Melbourne, mais sur la rivière. Riva, donc un cours flottant, ce qui n'est pas commun. Donc on sait qu'on passait avec un historique. Pardon. Et en fait, on a eu l'occasion de trouver un rooftop à Paris qui est une cour d'école. Dans le 16e arrondissement, donc je crois que c'est rue Camoins, qui est une des rues les plus photographiées pour photographier la Tour Eiffel. Et dans ce cas-là, on va dire Lacoste a été fou, et je les remercie, parce qu'en fait, prendre une cour d'école
pour lieu d'activation sur le plus gros partenariat de l'année, c'est dingue. Mais en fait, c'est ce qu'on a cherché, c'est trouver un lieu extraordinaire parce qu'en fait, la Tour Eiffel dans le monde entier, ça reste un phare exceptionnel et surtout cette structure qui faisait rappeler la structure Eiffel. Donc ça a été beaucoup de maquillage au sens pour pas que ça se voit que c'était une cour d'école et personne l'a remarqué. Mais l'un des trucs dont on est fier, c'est que même les Parisiens ne connaissaient pas ce lieu et c'était ça aussi qui était extraordinaire. Et je pense que quasiment 100% des gens qui sont venus ont créé du contenu et c'est aussi ça qui fait la magie de ce lieu et de la vie qu'il y a eu sur ce lieu. Nous, on avait le bon rôle parce qu'en fait, je connaissais pas le lieu évidemment. J'ai simplement posé ce problème aux équipes de Kevin en disant on cherche un lieu où on va avoir une image qui peut faire le tour du monde, mais un lieu qui en plus doit être accessible. Souvent, quand les marques font des soirées, il n'y a que la centaine de personnes qui sont invitées, médias, influenceurs, qui ont la chance de pouvoir vivre ça. Ce qu'on voulait, c'est cette notion de, pardon pour l'anglicisme, de takeover et de se dire que Lacoste prend un peu le pas sur la ville pendant Roland-Garros pour pouvoir promouvoir le partenariat, pour pouvoir avoir cette image iconique, mais en ayant cette dimension accessible par rapport à ce qu'on avait pu faire. Et c'est notamment un des points du club Lacoste V1 où j'avais demandé à Kevin de faire une analyse de manière très froide et même presque violente, de se dire qu'est-ce qui ne va pas dans ce qu'on a pu faire. Et il y avait ce côté ultra élitiste de se dire en fait oui c'est beau sur Instagram, mais personne ne peut y aller. Donc au final c'est presque contre-productif. Et on a voulu surtout trouver un lieu qui certes était waouh, mais permettait de pouvoir rester 4-5 jours pour faire en sorte que ce soit complètement accessible à l'ensemble des populations, parce qu'encore une fois, le but, c'est de faire la promotion de la marque, de faire la promotion du tournoi, mais aussi, de manière plus large, de faire la promotion du tennis, puisqu'en tant, encore une fois, de marque intégrée dans le tennis depuis 90 ans maintenant, on se doit d'avoir ce rôle-là aussi. Et alors faire un événement comme ça dans une école déjà, sur un rooftop, il y a eu des galères administratives, techniques. Aucune, ouais, c'est ça. Non mais moi c'est hyper intéressant de se dire comment tu fais pour aller dans une école, presque faire un événement de marque. Quand j'utilisais le terme de fou, je le pense sincèrement parce que ça se voyait peut-être pas sur la vidéo, mais la structure n'est pas une structure hermétique, c'est-à-dire que c'est vide à l'intérieur. Donc Paris, mois de mai. Je suis Marseillais, je ne sais pas si ça s'entend, mais il y avait un petit risque. On avait des solutions de backup en cas de pluie, mais c'était assez extraordinaire de pouvoir faire ça sous cette météo-là et ce soleil-là. Le bâtiment à côté qui est en travaux, on l'apprend à 15 jours de l'arrivée. Voilà, il y a la canicule qui commence à arriver, on s'en est bien sorti, mais au final, c'est presque comme dans un truc où tout s'aligne. Et au final, le jour où on a eu la soirée avec l'anniversaire de Djoko, qui était comme par hasard le soir de la soirée. Enfin, il y a une espèce de truc à un moment donné où je sais pas, les dieux sont avec nous et tout s'aligne et tout se met en ordre pour que l'imagerie derrière fasse le tour du monde. Et ça, c'est vrai que c'est une réussite, quoi. Ça a bien fonctionné au niveau justement des reprises et même au niveau de la Fédé. Quels ont été les retours par rapport à cette activation ? Alors, juste pour revenir sur le point, nous, quand on nous propose ce type d'activation, on est ravis parce qu'à Roland-Garros, on est très fort in Stadia. C'est-à-dire qu'in Stadia, on est sold out partout en termes d'accueil du public. On ne peut pas avoir un spectateur de plus pendant la quinzaine. Maintenant, c'est la même chose sur l'Opening Week. Donc, on cherche de plus en plus à sortir du stade, donc à faire vivre la marque Roland-Garros en dehors du stade en France, mais pas que, partout dans le monde et dans l'année en fait, continuellement. On a fait une fan zone à Tribune Concorde pour la 2e année consécutive. On a fait une fan zone à New York pour la première fois à Manhattan. On a fait une fan zone à São Paulo grâce à notre diffuseur ESPN. Donc voilà, on essaye d'avoir le plus de footprint possible partout dans le monde et en dehors du stade. Donc quand on vient nous présenter ce type d'activation, nous on est ravis parce que ça coche beaucoup de cases d'un point de vue qualitatif, ADN de marque, d'un point de vue timing aussi, parce que ça s'est fait pendant l'Opening Week, donc qui est pour nous aussi notre semaine, on va dire, levier de croissance à Roland-Garros, où on a encore du potentiel. Donc donc en tout cas, ce type de projet vient vraiment cocher toutes les cases de notre stratégie, de nos objectifs, donc on est ravis. Alors, moi, je suis un petit peu biaisé parce que je regarde toujours ce qui aurait pu être encore mieux et ces fameux 10% pour toujours progresser et faire en sorte que mois après mois, année après année, on y arrive. Et on arrive à être plus haut. Mais globalement, quand on regarde, en tant que partenaire, on a joué le jeu de Roland-Garros pour pouvoir célébrer le tournoi lors de l'Opening Week. Tu as vu que j'ai pas dit semaine de qualif, Opening Week. Pour vraiment essayer d'activer le tournoi sur les 3 semaines. On a réussi à avoir le bon traitement, à savoir ce mélange entre sport, mode, on-court, off-court, avec nos joueurs qui arrivent, mais
chaque détail, chaque look des joueurs, je ne sais pas si vous avez vu dans la vidéo, était travaillé avec notre designer qui fait vraiment du stylisme pour que Novak ait la pièce qui soit rappelée sur le fashion show. Donc ça, c'est vraiment important, nous, en termes de traitement de marque. Et évidemment, ensuite, à la fin, on regarde les retombées médias. Et pour le coup, on est à 75% de retombées médias en plus que ce qu'on a fait l'an dernier à la même période. Donc avec évidemment un périmètre comparable. Donc on est ravis. Bien sûr qu'il y a des choses qu'on ferait peut-être légèrement différemment et qu'on fera différemment et encore mieux, j'espère, en 2027. Mais en tout cas, très content du succès. Et dans la manière de fonctionner, en fait, on a des croyances, mais on se dit pas, bon, j'ai tel KPIs, il faut que j'ai tant de reach, tant d'engagement, tant de personnes touchées. On se dit vraiment, est-ce que c'est juste pour la marque? Est-ce qu'on y croit? On y va et on mesure après. Donc après, je sais que toutes les boîtes ne fonctionnent pas comme ça, mais en tout cas, c'est vrai qu'on ne s'est même pas posé la question de savoir quel reach on voulait avoir au début de l'activation. Non, c'est quelque chose dont on a parlé, mais tu nous as pas fixé cet objectif-là, ce qui est pas rare, mais il y en a certains qui c'est très important pour eux. Et je noterai quand même que c'est quelque chose d'assez particulier que j'ai noté moi. Beaucoup de marques comparables à Lacoste externalisent les relations presse-influence. En l'occurrence, Lacoste est internalisé. Je trouvais ça pas inintéressant de leur côté dans le sens où c'était fait. On sent qu'il y a une relation avec les créateurs de contenu et tout. Et sur les 5 jours, ils ont emmené différentes vagues d'influenceurs et j'ai en tête notamment le premier jour, donc le mercredi, où c'était plutôt des créateurs de contenu parisiens qui avaient vocation à faire connaître le dispositif parce que c'était gratuit, ouvert au public, hormis le vendredi soir. Et il y a des contenus qui ont fait 1,7 million de reach en organique parce qu'en fait un lieu aussi premium, gratuit, ouvert à tous pendant Roland Garros, c'était un faire-venir extraordinaire. Et c'est pas une fierté, mais on est quand même content de ça. Il y a des gens qui faisaient 45 minutes de queue le week-end pour rentrer dans l'espace parce qu'on avait une jauge à respecter. Et c'est un KPI indirect de dire c'est le succès quand les gens sont prêts à faire la queue pour monter, quoi. Et attends, mais il y a des choses qui sont marrantes, c'est que j'ai oublié comme ça m'est venu. En fait, un des critères succès était aussi de réussir à faire en sorte de faire venir différentes populations sur ce cours. Le cours était réservable sur TenUp, qui est la plateforme de la Fédération française de tennis, comme n'importe quel cours à Paris, sur Tennis Paris, ce genre de choses. On avait également des créateurs de contenu, on avait nos joueurs qui sont venus avec des médias, des influenceurs. Nous, en interne, on a fait gagner des créneaux. Donc, on avait des personnes de la compta, de la finance qui venaient taper la balle comme ça. Donc, ça permettait aussi d'engager en interne. Et pour la petite blague, on a signé un jeune joueur qui a 12 ans. Et on l'a surpris en train de faire la queue en bas parce qu'il trouvait l'expérience tellement dingue qu'il a fait la queue et il a commencé à jouer sur le court. Et ça, c'est des marqueurs qui, pour nous, sont hyper vrais. Et qu'on ne peut pas prévoir, qu'on ne peut pas écrire et qui fait à la fin on se dit ouais ok c'est cool, on a réussi un truc bien. Et juste pour terminer sur ce sujet du ROI, nous on ne met pas de mesures spécifiques en place sur ce type d'opération. Alors évidemment on vient agréger les données que ça génère, les retombées avec nos bilans globaux Roland Garros, mais c'est surtout des KPIs, j'ai envie de dire quali qu'on met en place. Donc nous l'objectif c'est que la marque Roland Garros qui est engagée sur ce type d'opération soit le mieux traité possible. Et c'est un très bon cas d'école puisqu'en fait on a beaucoup d'autres partenaires sur beaucoup de catégories à Roland Garros, donc c'est pas toujours évident quand on organise ce type d'opération où il y a du sport, où il y a de l'événementiel, où il y a du catering, où il y a plein de choses. Et là vous avez aussi embarqué nos partenaires dans une démarche de fournisseurs en tout cas pour vous aider sur cet événement. Et donc pour nous c'est très important aussi de respecter tout l'écosystème et tout l'environnement de Roland Garros, y compris ceux des partenaires, sur ce type d'opération, donc que ce soit sur la bière, les glaces, les raquettes, etc. Donc c'était parfait. Et sur une opération de cette envergure, est-ce qu'il y a eu des arbitrages financiers à faire à un moment donné en disant on ne peut pas aller là, on va aller là, et peut-être qu'à posteriori ça valait le coup d'ailleurs? Le premier, mais on en a parlé, dans un monde idéal on aurait aimé recréer un cours en terre battue. C'est quand même le marqueur numéro 1 de Roland. Nous aussi. C'est la terre. Je sais que certains partenaires ont réussi à le faire. Donc voilà, petite challenge pour l'année prochaine. Donc pour moi, c'est vraiment, encore une fois, quand on fait un événement Lacoste Roland Garros, on se dit qu'est-ce qu'on a envie d'exprimer en tant que marque, mais aussi quels sont les marqueurs de Roland que j'ai envie d'intégrer dans l'activation. Et quand on pense Roland Garros, on pense terre battue. Donc voilà, c'est le premier arbitrage qu'on a dû faire. Donc après, le rendu visuel était un rendu ocre, couleur terre battue. Mais c'est peut-être le premier challenge.
Oui, et puis après, forcément, quand on parle de ce niveau d'événement, moi je sais qu'à titre personnel, c'est la première fois qu'on faisait des meetings avec des personnes responsables du merchandising. On a fait des calls pour décider quel type de pot de fleurs on met. C'est pour vous dire, les niveaux d'exécution d'une marque comme Lacoste, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun détail qui est laissé au hasard. Donc, forcément, qui dit détail, dit à un moment donné, en fait, nous, on revient vers Nico en disant, écoute, il y a tel choix. Notre job, c'est de trouver des solutions et que le rendu in fine, personne ne voit qu'il y a eu tel choix ou tel choix. C'est ça l'un de nos challenges. On vous fournira quelques géraniums du cours Philippe Chatrier. C'était des citronniers, très important, les citronniers. C'est vrai, ça. Et d'ailleurs, c'est ce que tu nous as dit en préparant la table ronde. Tu disais, moi j'y vais avec Lacoste parce que je sais que leur exigence, elle est tellement forte que dans tous les cas, le rendu va être à la hauteur des exigences de la Fédé aussi, quoi. Alors tout à fait, c'est sûr qu'on a plus d'inquiétude avec certains partenaires dont les codes de marque peuvent être très différents de Roland Garros. Donc là c'est beaucoup plus compliqué quand on vient mélanger les deux univers. En l'occurrence avec Lacoste on a rarement de gros sujets de discussion là-dessus. Ça joue sur des détails, ça joue sur de l'optimisation. L'année prochaine si on fait ce type d'opération en effet, avoir un terrain en vraie terre battue, nous c'est notre marqueur fort donc ça serait formidable. Voilà, donc ça joue après sur des détails, mais en tout cas avec Lacoste et Roland Garros, il n'y a pas vraiment de sujet sur cette complémentarité d'univers. Donc c'est vraiment l'alignement de valeurs dont on parle très souvent. Et alors cette activation a marqué les esprits cette année, c'est sûr. Qu'est-ce que vous allez faire l'année prochaine ? Est-ce que vous avez déjà des idées ? Est-ce qu'il y a un autre rooftop caché qui existe où on pourrait mettre un terrain en terre battue cette fois-ci ? Vous avez des idées dont vous avez envie de parler ? Tu as une grosse pression pour faire un vrai terrain en terre battue l'année prochaine. Faire un terrain en gazon, tu vas voir. Des idées, oui. Qu'on n'a pas encore évoqué, ni les uns ni les autres. L'actualité post-Roland a été assez chargée. À vrai dire, je ne veux pas parler de frustration, mais en tout cas d'éléments d'amélioration qu'on pourrait avoir, c'est d'élever encore plus l'impact culturel que l'on veut avoir. En fait, la marque Lacoste, elle repose sur 3 piliers, le sport, la mode et la culture. Et à chaque fois, on essaye de trouver même des personnalités de l'univers de la culture, des personnalités de l'univers de la mode, des personnalités de l'univers du sport, et que tout ça coexiste et fasse un espèce de cercle vertueux. Si on regarde les choses de manière froide et si on veut, sans se flageller, mais se faire une autocritique, il y avait un déséquilibre entre ces différents piliers. Donc le premier point pour moi, c'est de se dire, quel que soit le format et l'idée, et on pourra s'en parler tout à l'heure, qu'on a en tête, et encore une fois, le but c'est pas d'imposer, mais d'ouvrir la porte à des réflexions, je pense qu'on devrait réussir à rééquilibrer ces 3 piliers qui sont importants pour la marque. Alors forcément, pour info, on n'a pas encore fait de débrief officiel avec Nicolas de ce dispositif, parce que Nicolas a enchaîné Wimbledon, GOAT et la quinzaine de Roland Garros, qui est très calme, je sais pour toi. Nous, ce qui va être un des challenges, c'est qu'en fait, on a l'impression d'avoir trouvé un peu un lieu pépite, entre guillemets, et de se poser la question en disant, est-ce qu'il faut trouver un autre lieu pépite et copier-coller, améliorer, ou alors partir sur une autre histoire, en fonction des objectifs de Nicolas. Mais je me souhaite toujours d'avoir ce genre de problème en disant on a fait quelque chose de très bien, ça peut être mieux, mais est-ce qu'il faut continuer pour quelque part marteler que Lacoste c'est le tennis parmi les partenaires de Roland Garros et que c'est le terrain de tennis dans des lieux extraordinaires, ou alors est-ce que c'est une autre histoire? Ça c'est en fonction des échanges qu'on aura avec Nicolas que ça sera à nous de lui remontrer qu'on a les bonnes idées potentiellement pour 2027. Est-ce que l'école en question, ils ont décidé de commercialiser le lieu? Alors autant vous dire que le lundi, il y a eu des posts en veux-tu en voilà, parce que c'était, je pense, l'événement, on a tout habillé, donc ça ressemblait plus du tout à une école, donc on leur a fait leur book pour 10 ans, je pense. Ouais. Vous êtes reparti après avec le matos quand même? Pas tout? Non, pas tout. Non. On a refait des choses à neuf. On a refait la peinture, on n'allait pas de nouveau abîmer la peinture, mais c'était marrant aussi de voir les enfants de l'école qui montaient et qui voyaient le lieu transformé avec des yeux comme ça. C'était assez dingue, c'était marrant. Et alors au niveau Fédé, est-ce que si tu avais un rêve demain, d'une activation Lacoste, ce serait quoi? Il y en a plein, mais de faire ça à Paris, partout en Europe, partout dans le monde. Voilà. Donc nous, on a vraiment une ambition de se déployer le plus possible partout dans le monde, en France et en Europe, et sur nos marchés clés, aux US, en Amérique latine et en Chine. Voilà, nous, on a cette stratégie, c'est nos marchés clés qui génèrent aujourd'hui une grande partie de nos audiences et de nos valorisations médias également pour les partenaires en médias. Donc c'est important pour nous d'être présents sur ces marchés. On a trois leviers majeurs pour ce rayonnement international. C'est nos diffuseurs, évidemment. On a 170 diffuseurs sur 220 territoires partout dans le monde. Donc c'est eux qui font la promotion la plus forte de Roland Garros partout dans le monde. On a nos propres actions, nous, FFT et Roland Garros, qu'on met en place. On organise des junior series
tournoi de Roland-Garros au Brésil, au Japon, avec à la clé des wildcards pour le vrai tournoi de Roland-Garros. Donc c'est super, ça fait vivre la marque aussi dans ces territoires. La troisième brique, c'est et Lacoste principalement, en fer de lance, avec des activations de promotion partout dans le monde. Donc nous, on est au taquet et on soutient toutes ces initiatives. Donc plus il y en a, plus on est content. Merci à vous trois d'avoir partagé cette activation exceptionnelle. Est-ce que vous avez des questions? Parce que c'est pas mal, on a encore 5 minutes. Et peut-être qu'il y a des points qu'on n'a pas creusés qui vous intéresseraient ou des sujets qui n'ont rien à voir, que vous avez des questions que vous avez besoin de poser à Lacoste, à SPK ou la Fédé de tennis. Personne n'a une question? Oui. Bonjour, vous m'entendez? Ouais. Bonjour, du coup moi j'ai une petite question, notamment pour la Fédé de tennis. Moi je suis très impliqué dans le développement du handisport, plutôt le basket fauteuil, mais je m'intéresse aussi au tennis fauteuil. Vous avez récemment récupéré le comité de tennis fauteuil et je trouve que vous avez fait un très bon travail pour le mettre en avant, notamment à travers Roland Garros où le tennis fauteuil est enfin mis en lumière. Est-ce qu'il y a un peu des perspectives pour la suite de mise en lumière? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous réfléchissez? Alors beaucoup, c'est une vraie thématique pour nous, c'est une verticale. À Roland Garros, il y a eu des marqueurs forts cette année. On a eu des ramasseurs en fauteuil, on a eu des arbitres en fauteuil, donc c'est des marqueurs pour nous très forts. En tout cas, on a évidemment les épreuves de paratennis qui se déroulent à Roland Garros. On a un capitaine des équipes de France qui est Yannick Noah, qui est aussi le fer de lance de tout ça à la Fédé. On va organiser un paratennis tour l'année prochaine. On a déjà fait cette année, mais on va l'amplifier partout en France. Donc oui, on a beaucoup d'actions sur cette thématique. Et si on fait le lien avec les partenaires, c'est aussi pour nous une verticale intéressante d'avoir des partenaires qui nous accompagnent pour faire aussi la promotion de cette... Nous, on appelle ça une pratique aussi. Voilà, donc oui, on a beaucoup d'ambition et déjà pas mal de choses en place. Donc on a essayé d'accélérer encore plus sur ce sujet. Pas d'autres questions? Merci à tous. Ah si. Bonjour, vous évoquiez un enjeu de déploiement à l'international aussi, l'événement Roland Garros, et la marque Lacoste est une marque de toute façon de dimension internationale. Est-ce que vous avez déjà pensé à une activation Roland Garros pendant Wimbledon ou pendant l'US Open justement? Alors c'est une très bonne question. Alors d'un point de vue relation Grand Chelem, on a de très bonnes relations avec les trois autres, donc on n'est pas sur les mêmes territoires, on n'est pas du tout sur les mêmes codes de marque, donc on s'entend très bien, on collabore énormément. Même si chacun est indépendant, pour moi on n'est pas du tout en compétition, on est plutôt sur un cercle vertueux où on va se challenger positivement, s'inspirer, etc. Donc en revanche, et d'ailleurs sur les réseaux sociaux, etc., on fait beaucoup de cross-post. Donc là en ce moment, nous sur nos comptes Roland Garros, on fait la promotion de Wimbledon, du tournoi, de ce qui se passe là-bas et inversement. Donc on essaye de se tirer vers le haut mutuellement. Après, on ne va pas aller sur des opérations d'embauche avec nos partenaires, évidemment, sur Wimbledon et inversement. Donc ça reste au niveau de la marque, des marques Grand Chelem, mais en tout cas, les partenaires ne peuvent pas être impliqués, sauf quand on a des partenaires communs à certains Grands Chelems, mais sinon c'est un peu plus compliqué. Donc on reste sur des initiatives de marque autour des 4 Grands Chelems uniquement. J'allais dire, c'est un sujet que tu aimes bien, celui-là, Nicolas. Et alors, nous, on est partenaire uniquement de Roland Garros. C'est Ralph Lauren qui a les 3 autres Grands Chelems. Donc, je prends souvent cet exemple. Ils ont les 3 autres gares au Monopoly, en fait. Nous, on a ça. Donc, on s'est posé la question, mais l'objectif étant, premièrement, déjà pendant Roland Garros, d'être à 100% de ce qu'on peut faire. Déjà, si on arrive à faire vivre Roland à New York, à Londres, en Asie, en Chine, au Japon, qui sont des territoires communs, qui sont hyper importants, déjà faisons ça bien pour voir après ce qu'on pourrait faire ailleurs. Et ensuite, c'est vrai que d'un point de vue marque, alors on est très respectueux, il n'y a pas d'histoire d'embouche, on ne peut pas dire haut et fort qu'on est une marque qui prône les valeurs de fair play et après essayer de faire de l'embouche. Mais c'est vrai que dans les villes où il y a Wimbledon, l'US Open ou Melbourne, on essaye de faire un temps fort de marque qui parle de tennis sans forcément parler de Roland Garros, mais qui parle de tennis. Par exemple, là, Wimbledon cette année, on a célébré Novak avec la 2e vague de la collection GOAT, où on a fait un événement dans notre flagship à Londres. Donc voilà, plutôt que de parler de Roland Garros, on a parlé d'une autre histoire de marque en fait. C'est un petit peu comme ça. Donc pour moi, c'est 1, Roland l'international pendant Roland, et 2, des histoires de tennis pendant ces moments de tennis, en étant très clair pour pas avoir un seul pied sur la ligne de l'embouche.
Et nous là-dessus, on est extrêmement vigilants à Roland-Garros. C'est d'ailleurs pour moi une sorte de droit marketing pour nos partenaires. C'est toute notre politique d'anti-embouche et de préserver nos partenaires. Parce qu'aujourd'hui, nous, on est un peu précurseurs là-dessus à Roland-Garros par rapport aux autres grands chelems qui parfois sont un peu moins regardants, on va dire. Mais pour nous, on a eu plus de 400 cas d'embouche en fait cette année sur Roland-Garros, de marques concurrentes qui viennent faire de l'embouche marketing. Donc on travaille on a une grosse politique et des ressources dédiées en fait sur ce sujet-là, mais pour moi qui est très important puisque ça vient préserver aussi les droits de nos partenaires comme Lacoste. Donc voilà, on essaye de faire le mieux pour préserver nos partenaires parce que ça pousse à la porte sur l'embouche marketing. Donc on essaie d'être vigilant. Merci à tous les trois, Arnaud, Nicolas, Kevin, pour votre intervention aujourd'hui avec nous. À très vite. Merci.